Alors, parlons du détachement. Bon. Par, disons, les profanes, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors d'un système initiatique, la notion du détachement paraît triste. Il y a souvent dans leur esprit le fait de on est détaché, donc on n'a goût à rien. Hein, il n'y a pas de piment dans la vie, on est détaché, on est indifférent. Pour eux, détachement et indifférence sont liés. Bon. Alors évidemment, la perspective que l'on a n'a aucun rapport. D'abord, le détachement est lié à la fin d'une forme de stupidité. Bon. Et cette stupidité se manifeste comme une inadéquation avec le monde dans lequel on est. Parce que nous sommes dans un monde impermanent qui change tout le temps. C'est un fait, personne ne peut le nier. Or, dans tous les domaines, nous voyons que l'attachement veut que les choses durent. Et qu'il y a un investissement affectif dans le maintien et la durée des choses. Donc c'est un système qui est fait pour engendrer de la souffrance et qui est lié au fait d'être inadapté au monde dans lequel nous sommes. Puisque si nous souhaitons que les choses durent et restent permanentes dans un monde par essence impermanent, nous sommes des inadaptés et nous souffrons. Donc c'est la première chose qu'on peut dire, c'est que le détachement est lié à cette forme d'aberration, de stupidité, d'inadaptation au monde. Donc déjà, s'adapter au monde. Bien. Après, pour ce qui est du caractère triste et sans saveur, qui soi-disant serait lié au détachement, eh bien on va dire que c'est exactement le contraire. Parce que dès qu'une chose est assurée, enfin je ne peux même pas dire assurée, mais dès qu'on a l'illusion d'une assurance du maintien de la chose, d'une chose, elle perd de la saveur. Pourquoi est-ce que les relations entre les gens qui se connaissent, qui vivent ensemble, qui ont même signé des contrats devant le maire, pourquoi est-ce que ces rapports ne gardent pas l'intensité qu'il y avait au début de la rencontre? Eh bien, parce que, ça y est, on s'est marié, on s'est pacsé, l'avenir est assuré. Donc il n'y a plus d'efforts à faire. Bon, mais c'est valable pour tous les rapports. Si par exemple, j'ai un fils ou une fille, bien. Ah, je considère que, bon, allez, c'est mon fils ou ma fille pour la vie. Donc, j'ai le temps. Mais imaginons qu'on me dise, bon, bah écoute, dans 3 jours, il sera mort. Brusquement, ces 3 journées prennent de l'intensité. Tout ce que j'ai à lui dire, il faut que je lui dise maintenant. Ce sera trop tard après. Donc, dès qu'il y a l'illusion de durée, l'intensité diminue. On se rencontre ici. Bon. Si on s'imagine qu'il y aura une autre occasion de se rencontrer, imagination gratuite, je vous ferai remarquer, puisque rien ne le garantit. Si on s'imagine qu'il y aura une autre occasion de se rencontrer, pourquoi pas, soyons fous, une autre année, vous vous rendez compte, hein, 12 mois.
Donc une autre année où on se verra, il y a de l'intensité qui s'en va. Si par exemple on dit bon ben voilà, on se voit pour quelques jours, puis après on se verra peut-être jamais plus. Ça devient important. Donc, si vous voulez, c'est vraiment caractéristique pour tous les types de rapports. Dès qu'il y a l'illusion d'une durée, l'intensité s'en va. Donc, si chaque jour est un nouveau jour, chaque jour une nouvelle vie, demain n'est pas garanti, si par exemple je vis avec quelqu'un et je dois lui montrer de l'affection, je dois dire certaines choses, communier avec elle ou lui d'une certaine manière, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de demain garanti. Donc ça prend de l'importance. Voilà. Et donc plus je suis dans l'hypothèse de durée, plus je suis dans le fade. Plus je suis dans l'absence de garantie de demain, plus c'est intense. Donc c'est intéressant de dire ça parce que ça va très exactement aux antipodes de l'idée reçue, comme quoi le détachement serait fade. Voilà. Donc ça, c'est un point de vue à voir. La notion de durée, de pseudo-durée, parce que d'accord, vous allez me dire, t'exagères, oui, les gens ne meurent pas tous les jours. Oui, je suis d'accord, ils ne meurent pas tous les jours, enfin ils meurent quand même. On est d'accord. Bon. Donc, il y a bien un moment, ils finissent par disparaître. Bon. Et que plus je suis dans la projection, plus je vois les gens au travers. Parce qu'il y a aussi, j'allais dire, je vais passer après à ce que je voulais dire, mais prolongeons un peu sur la notion de durée et de projection. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette illusion de permanence, si chaque journée est neuve, et c'est peut-être la dernière, ceci dit, sans angoisse, j'accepte parfaitement que ce soit la dernière. Mais du coup, je vais essayer qu'elle soit bien remplie. Ma dernière journée sur Terre, je veux que ça soit une bonne journée. Je n'ai pas à mettre à plus tard. Et donc, cette notion de permanence va également pour l'ego. Parce que, comme l'ego n'existe pas, en fond, il n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit dans le corps qui soit un siège de l'ego. Sinon, vous pensez bien qu'on serait devenu chirurgien pour vous le retirer. Donc, il n'y a pas un siège de l'endroit, il n'y a pas un siège corporel de l'ego, et il n'y a pas un siège psychologique non plus. Parce que si vous avez les pensées qui jaillissent, puis si vous commencez à observer, dire où ça se trouve là, le siège de ce je qui s'attribue tout le reste, l'attribue le corps et les pensées, les sentiments, où est-ce qu'il se trouve? On ne voit rien. Puisque la vie psychologique, c'est une succession, là encore, de choses éphémères qui changent sans arrêt. Alors, comme l'ego est un mensonge, il cherche la durée dans les choses extérieures, et de ce fait, il se voue la souffrance, et il cherche la durée dans l'attribution de qualités psychologiques. Mais de qualités psychologiques qui durerait, là aussi, qui serait permanente. Alors, ça peut même, vous avez des systèmes comme l'astrologie ou autres qui vont renforcer ça. Moi, je suis un poisson. Bon, je ne vais pas bien avec les béliers. Bon. N'oubliez pas qu'en Chine, il y a quand même encore pas mal de gens qui se marient après avoir consulté l'astrologue. Et que des gens très amoureux refusent d'être ensemble parce que l'astrologue n'était pas d'accord. Bon, voilà. Bon, alors donc, si vous voulez,
l'avantage de ça pour un ego, c'est qu'on a une qualité. Je suis serpent, je suis bélier, hein, je suis ceci, je suis... Bon. Alors je suis du signe du feu, je suis ascendant ceci, bref. Et alors, on a comme ça des qualités fixes. La même chose, par exemple, pour ce que vous manifestez. Imaginons, allez, il y a un feu, vous êtes marché dans une rue, il y a un feu, et dans le feu, on entend un enfant crier au secours. Bah, vous prenez votre courage, vous vous entourez éventuellement la tête d'un tissu, et vous allez, vous tirez le gosse des flammes, vous le ramenez. Bon. Ça a été un acte de courage. Dans la mesure où vous avez eu peur. Si vous avez fait ça sans avoir peur, soit pour des raisons gnostiques, soit pour des raisons d'inconscience psychologique, il n'y a pas eu de courage. Il y a courage lorsqu'on surmonte sa peur. C'est la définition psychologique du courage. Donc imaginons, vous avez surmonté la peur, vous avez sauvé l'enfant. Vous avez été courageux pendant la durée de l'acte. C'est tout. Le courage a disparu dès que l'acte était fini. En sortant de là et en trouvant les pompiers ou les secours qui étaient arrivés entre-temps, ben vous n'êtes plus courageux. Vous êtes peut-être fatigué. Hein, des fois, la décharge d'adrénaline crée une fatigue en contre-coup, voire même dépressif. Ou au contraire, orgueilleux, très fier de vous-même, vous posez devant les journalistes, etc. Bon. Mais vous n'êtes plus courageux. Or, ce qui plaît énormément à l'ego, c'est que s'il y a eu des journalistes, on va vous prendre en photo, et vous allez avoir une médaille. Du coup, vous allez devenir fictivement courageux toute votre vie. Je suis un homme courageux. Bon, ça a duré 10 minutes. Non, soyons raisonnables. Bon. Et d'ailleurs, il n'y a pas de garantie pour que dans une autre circonstance, vous soyez également courageux. On voit bien qu'il y a des gens qui, en une circonstance, sont courageux, et en une autre, sont lâches. Ça arrive. Donc, il n'y a rien de stable. Alors, vous savez, l'ensemble des sentiments que l'homme se prête, comme ça, y compris ceux de la culpabilité, d'ailleurs, tout ça, ce sont des illusions, comme s'il y avait une entité stable, avec des qualités définissables, que l'on peut étudier par l'astrologie, la graphologie, ou je ne sais quoi, ou la morphogonomie, enfin bref, peu importe. Et donc tout ça c'est stable, c'est fixe. Là-dessus on peut s'identifier. Si par contre vous devenez attentif, et donc lucide vis-à-vis de la vie psychologique, vous constatez que rien ne dure. Et que vous pouvez être généreux le temps de faire un chèque à une association charitable et en raison du montant de ce chèque de renoncer à une partie ou la totalité de vos vacances. Donc vous pouvez être charitable et généreux le temps du chèque et 3 minutes plus tard avoir une pensée égocentrique, mesquine, égoïste. C'est la vérité. Non, non, je suis généreux. Et au fond, la compensation psychologique de se donner le label fixe de générosité vaut bien un chèque de temps en temps. Hein. C'est la façon dont vous achetez une image de vous-même. Et beaucoup de gens achètent comme ça des images d'eux-mêmes.
Tout ça, c'est l'illusion qu'il y a des choses fixes. Alors, laissons toutes ces illusions et voyons ce qu'il y a. La réalité, c'est que ça bouge tout le temps. Alors, vous voyez les ravages que fait la culpabilité. La personne a fait, allez, une grosse bêtise. D'accord. Bon, mais 1 heure après la bêtise, c'est fini. Hein. C'est fini. Il n'y a aucune possibilité de récupérer ça. Et non. Et on met en rôle la culpabilité. Ce qui veut dire que l'ego se nourrit de l'illusion d'images fixes, mais pas forcément d'images favorables. Et c'est là où on est bien dans un processus un peu mécanique et dépourvu d'intelligence. Parce que l'ego ne s'identifie pas qu'à « je suis courageux, je suis généreux ». Non, non. Il s'identifie aussi à « je suis un pauvre type, je suis incapable d'y arriver, j'ai jamais réussi dans ma vie, il n'y a pas d'espoir ». C'est fixe aussi, tout ça. Voyez-vous ? Donc, comme c'est dépourvu d'intelligence, il s'identifie à n'importe quoi. La seule chose qui compte pour un ego, c'est d'avoir une illusion d'existence. Et la seule chance d'exister, c'est de ne pas voir la réalité qui change tout le temps. Donc, d'imaginer des caractéristiques fixes. Donc, comprenez, il faut voir tout ça, parce que c'est quand même le réel. Hein ? C'est quand même d'instant en instant que nos états psychologiques changent. Hein ? Voilà. Donc voilà, c'est à voir ça. Hein ? Voilà donc ce qu'on peut dire sur le détachement, parce que ça participe au détachement, que l'univers entier bouge, que rien ne reste, qu'au niveau psychologique aussi, eh bien on est détaché. Voilà. Et d'ailleurs, quand on devient conscient de ça, de ce changement perpétuel, à quoi pourrais-je m'attacher ? Puisque ça y est, les choses se terminent. Donc je ne peux pas à la fois chercher à ne pas avoir de poids, ne pas avoir le poids du passé sur les épaules, mais en même temps vouloir m'attacher aux choses agréables. Je lâche prise vis-à-vis de l'ensemble ou pas du tout. Donc si je m'accroche, dans le fonctionnement de l'ego, je m'accrocherai à l'agréable et au désagréable. Parce que ce sera un fonctionnement psychique. Si par contre je lâche prise, j'accepte que tout change, que rien n'est acquis, oui, d'une part c'est un dépouillement, mais d'autre part, chaque instant est neuf. Est-ce que vous voyez la tristesse qu'il y a dans le fait de connaître quelqu'un au sens égotique ? Connaître quelqu'un, c'est entreapercevoir la personne au travers d'une épaisseur de souvenirs. Éventuellement, malheureusement, des fois de rancœur, de ressentiment, de choses qui ne sont pas réglées. Voilà. Tout ça, on entrevoit la personne. Ou au travers d'une accumulation également d'affection, de choses comme ça. Mais on ne voit plus ce qui est en face de nous. La première chose qu'on contemple, ce sont tous les souvenirs, les représentations mentales, toute cette accumulation, cette épaisseur. Et on ne voit même plus le visage, l'expression. On ne découvre plus la personne. C'est extrêmement triste. Donc, si chaque jour est une nouvelle vie, chaque fois c'est nouveau,
je regarde. Enfin, je vois. Et j'entre en contact. D'autre part, le passé est mort. Bon. Ok, on s'est engueulé hier soir. Bah, c'est fini. Il y a longtemps que c'est mort. c'est irrécupérable. Hein? Au lieu que ça, les gens se réveillent le matin avec l'épaisseur de ce qui s'est passé la veille. C'est fini, c'est mort. Donc il faut lâcher prise. Et si on lâche prise, on a une vie neuve. Alors, le summum du détachement, c'est quand on n'a même plus de mémoire. En ce sens que ce qu'on voit, on le regarde, on ne fait plus appel à l'interprétation. On fera encore appel quand ce sera nécessaire, quand on voudra, pour des raisons pratiques. La mémoire reste dans un coin, c'est pas annihiler la mémoire. C'est simplement ne plus utiliser la mémoire pour voir, pour écouter, pour sentir. Parce que quand j'utilise la mémoire, je mets une étiquette mentale. Donc, voyez-vous, j'entends le bruit et je dis « Ah, le chien du voisin aboie. » Bon, c'est neutre, c'est pas intéressant. Imaginez que ça soit la première fois que vous entendez un chien. C'est quand même bizarre, ce bruit-là, qui se répète, avec des variations, d'intonation différentes. Et donc, vous écoutez comme si c'était la première fois. Parce que vous ne passez pas par le filtre interprétatif de la mémoire. Donc voilà, vous saurez que c'est le chien du voisin quand ce sera nécessaire. Mais l'écoute, le fait de regarder, sans faire appel à la mémoire, c'est une vision neuve. Une vision sans interprétation. Dans le Chang, on appelle ça la perception pure. Perception, sans savoir ce que c'est. Donc du coup, je suis comme un nouveau-né. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans pas mal de textes, on compare le sage au nouveau-né. Parce que le nouveau-né découvre à chaque instant les choses. Et c'est pareil, quand je n'utilise pas la mémoire, eh bien, chaque fois, c'est la première fois. Alors ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Je ne propose pas l'abolition de la mémoire. Je ne vous propose pas de ne plus l'utiliser. C'est nécessaire dans plein de circonstances. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a énormément d'autres circonstances où l'usage de la mémoire, ou les références de la mémoire, enlève la beauté et pollue. À quoi vous sert la pensée pour regarder un coucher de soleil? Une fois que le petit mental a dit « c'est un coucher de soleil », qu'est-ce qu'il a d'autre à dire? Rien. Il faut voir. Et imaginez que ce soit la première fois. Il n'y a plus de notion de soleil. Il y a cette chose-là qui se passe, complètement inattendue. D'où ça vient? Comment est-ce possible que tout change? C'est un miracle. C'est pour ça qu'on dit dans le zen, on dit extraordinaire miracle, merveilleuse merveille. Je coupe du bois et je porte de l'eau. Parce que la moindre chose est devenue
dès que vous n'avez pas l'appel à la mémoire, c'est indescriptible. Voilà, donc, plus vous faites appel au mental, à l'interprétation, à la mémoire, alors que ce n'est pas utile pour des raisons pragmatiques, eh ben, plus le monde dans lequel vous vivez est triste, connu, étiqueté. Voilà, ça c'est le monde du mental. Vivre avec des étiquettes partout. Voilà. Alors vous regardez le tableau, vous dites ah, tableau offert par machine. Ah oui, d'accord. Là, ah, fauteuil venant de je sais pas qui. Ouais. Alors cherchez la beauté là-dedans et je vous souhaite bonne chance. Bien. Donc voilà. Donc si vous voulez, dans le summum du détachement, vous êtes dépouillé de tout, y compris des interprétations. Et c'est la façon de vivre la plus savoureuse. Donc bien sûr, vous utiliserez de temps en temps la pensée, mais le moins souvent possible.